bienvenue dans ce reportage d'enquête exclusive pour Schema Business School. Nous nous sommes penchés sur les lobbies alimentaires et nous allons maintenant pouvoir interroger les gens pour savoir ce qu'ils ont à dire sur le sujet. Le prix. Et puis souvent c'est bien déterminé quand on regarde sur les façons. Je ne traîne pas dans la grille. Je regarde le prix d'abord. Lobby alimentaire, ça fait penser à plusieurs choses. Ça fait penser à tout ce qui est du bio, etc. Ou alors les lobbies des grands du monde de la distribution. Et dans mes études faites d'école de commerce, je suis bien informée. J'ai fait l'école de la grande distribution qui est sur Roubaix, donc je pense en savoir un petit peu. Oui, bien sûr. Nous sommes maintenant à Paris, nous allons interviewer Stéphane Aurel, journaliste indépendante d'investigation, particulièrement concerné par le sujet des lobbies. En France, le lobby agroalimentaire, c'est l'Association nationale des industries agroalimentaires, l'ANIA, qui représente toutes les entreprises agroalimentaires françaises, des PME jusqu'aux multinationales comme Danone, et qui a un chiffre d'affaires de 160 milliards d'euros par an. C'est un poids lourd dans l'économie française, ce qui explique sans doute aussi pourquoi il est aussi entendu au niveau des autorités. Et les dirigeants politiques aujourd'hui, c'est des hommes de plus de 50 ans, c'est pas eux qui font les courses, c'est pas eux qui font la cuisine pour les enfants. Et elle me disait, quelque part, pour les politiques, les questions d'alimentation et de santé, c'est des questions de bonne femme. Cette alimentation transformée, on le sait, elle rend malade, elle rend obèse, elle rend diabétique. Et c'est quelque chose que les pouvoirs publics devraient réglementer d'urgence, parce que les chiffres ne sont pas dans le sens de l'amélioration. Toutes les questions de santé publique, qui malheureusement sont des questions qu'il faudrait gérer sur le long terme. Le fait que les gens ne tombent pas rais de mort dans la rue, oui, c'est ça. C'est ce qui fait que la gestion se fait à court terme. En France, et partout ailleurs d'ailleurs, les questions de santé publique sont traitées uniquement dans le cadre de crise. La vache folle, le sang contaminé. Le problème aujourd'hui, c'est que la majorité de notre alimentation est transformée. On considère que plus de 80%, 90% peut-être même de tous les aliments qui sont sur le marché sont des aliments transformés. Et c'est ça le problème numéro un pour l'information des consommateurs aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas exactement ce que contiennent les aliments qu'on mange. Nous sommes maintenant au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Nous allons interviewer Pierre-Henri Fréjot, généticien, agronome et professeur de l'École d'histoire naturelle de Paris. C'est pas tant qu'il y ait moins, c'est d'une part qu'il y ait moins d'espèces, et d'autre part qu'il y ait moins de variabilité dans l'espèce. Parce que si jamais le travail qui consiste à fabriquer une variété de plantes, c'est un travail, et donc si jamais cette variété est homogène, elle est facile à broter, à défendre, donc on va pouvoir s'approprier cette forme-là, d'une part, et puis d'autre part, alors ça va servir à l'agriculteur pour la mécanisation, puisque si la plupart ont un moteur, c'est plus facile de les ramasser, etc. Ça va aussi avoir un avantage, c'est qu'on peut éliminer tous les gènes de résistance aux maladies, et donc à ce moment-là, on va vendre les pesticides pour résoudre les problèmes de maladies, ou on va vendre des OGM qui résistent aux maladies. C'est-à-dire, ce qui est drôle, c'est que les gènes de résistance aux maladies ils existaient, on les a supprimés, et maintenant on vend des OGM résistants. C'est comme si c'était une découverte, alors qu'en fait les gènes de résistance existaient avant, mais on les a enlevés. Donc il y a vraiment tout un processus qui vise à maximiser le profit, parce qu'évidemment, une fois qu'on fabrique une variété, si jamais on arrive à la cultiver sur des centaines de millions d'hectares, ça va être plus rentable que si jamais on cultive cette variété sur un petit territoire et qu'il y ait une autre variété ailleurs. Donc les variétés sont homogènes à l'intérieur, elles sont homogènes sur des grandes surfaces, et du coup, les boîtes qui possèdent toute la diversité des semences sont en train de perdre toute la diversité qui s'était fabriquée sous l'action de la culture des agriculteurs pendant 10 000 ans du néolithique jusqu'au XXe siècle. Et sur l'affaire des OGM, on l'a vu, que les gens ils étaient quand même concernés. Et d'ailleurs, si jamais il n'y avait pas eu les citoyens qui s'étaient mobilisés,
et les médias, etc., eh ben, il y aurait que des OGM partout. Non, les agriculteurs bio, pour beaucoup, sont les gardiens de biodiversité. D'ailleurs, chez les paysans bio, il y en a qui font ce qu'on appelle des semences paysannes, c'est-à-dire qu'ils reproduisent eux-mêmes leurs semences et qui produisent de la diversité avec leurs pratiques. Donc ça, il y a des alternatives qui fonctionnent, mais simplement elles sont encore extrêmement minoritaires. Et puis, il y a quand même moyen, évidemment, de convaincre les élus qu'on ne doit pas laisser faire ce genre de choses. Nous sommes maintenant à l'UFC Que Choisir. Nous allons poser des questions à monsieur Robert Bréon, ici présent. Si on s'adresse à des gens qui ont un souci environnemental, qui ont une aspiration environnementale, on va changer le message, on va faire le message publicitaire autour du greenwashing, autour de la préservation de la nature, des choses comme ça. Maintenant en Bretagne, dans le pays du Finistère, et plus particulièrement du Léon, où sont situés des lobbies agroalimentaires tels que la SICA et Prince de Bretagne. Nous allons maintenant à la rencontre d'un agriculteur bio. Moi j'ai été agriculteur conventionnel, donc quand vous êtes obligé d'avoir du résultat, que dans les grandes surfaces on vous dit qu'il vous faut une pomme bien ronde, bien rouge, enfin sans défaut, un chou-fleur qui n'ait pas de taches, vous prenez les moyens et vous traitez, quoi. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Si on veut du résultat, les gars ils traitent, quoi. Parce que nous en bio, le degré de tolérance est plus... est moins exigeant, quoi. La grosse coopérative, elle est plutôt dépendante du circuit de commercialisation des grandes surfaces qui leur dit il faut un produit zéro défaut, bien standardisé. Donc la coopérative qui récupère les produits des agriculteurs exige aussi des normes très strictes, quoi.